Bonjour à tous, bienvenue dans cette 22e vidéo de mon challenge crypto. Aujourd'hui, on va parler de Litecoin, qui est du coup un fork de Bitcoin, on précisera ce que c'est, et qui est connu dans le monde crypto comme étant l'argent des cryptos. Alors, du coup, c'est une des cryptos les plus anciennes que l'on connaisse. Elle est basée sur du coup une ancienne version de Bitcoin, puisque c'est un fork de 2011. Un fork, c'est une copie de la blockchain à un instant donné. Et ils en ont fait du coup, en changeant certains paramètres, une version plus légère de Bitcoin. Ce qu'ils proposent du coup, c'est une solution de cash numérique. C'est ça qu'il faut entendre par argent en fait. C'est qu'on est en fait sur une version où les frais de transaction sont plus bas, qui va être plus rapide et qui va avoir une plus grosse masse monétaire. Il y a 4 fois plus de jetons une fois que tout est émis. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir non pas une espèce de grosse réserve de valeur comme peut être pensé Bitcoin, mais plutôt euh, du cash que vous utilisez tous les jours pour faire vos transactions. Donc bien évidemment, comme c'est un fork de Bitcoin, on est sur une blockchain de type Layer 1, qui a été fondée en 2011 par Charlie Lee, qui du coup était un développeur chez Google, puis qui a travaillé chez Coinbase. Pour la petite histoire, quand il a quitté Coinbase, c'était en 2015, il a vendu tous ses tokens LTC, donc c'est Litecoin, et ça a fait de lui une des personnes les plus décriées du monde crypto, qui est globalement un peu détesté, quoi. C'est un peu le fondateur qui vend tous ses tokens, donc ça inquiète. Mais comme vous le voyez, Litecoin est toujours présent, il est même toujours dans le top 20, et c'est une crypto qui est utile et qui du coup persiste, donc super quoi. À savoir du coup que Charlie Lee, malgré ça, est toujours développeur chez Litecoin. Donc il y a deux entreprises associées, la fondation Litecoin, qui est du coup eh bien, une entreprise à but non lucratif, et la Litecoin House, house qui veut dire house, donc maison. Euh, Pas certain de son utilité, mais elle existe en Suisse. Au niveau des informations sur les ICO, la gestion de comment ils ont eu de l'argent, eh bien, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu d'ICO, il n'y a pas eu d'investissement initial. C'est-à-dire qu'en fait, les Litecoins sont arrivés au goutte à goutte, au fil du temps, parce que les mineurs les ont minés du coup, qu'ils ont été créés sur la blockchain, puis achetés, vendus, etc., qu'on s'en est servi. Donc c'est un processus qui, dans l'idée, est sensiblement plus égalitaire que l'ICO. Au niveau de la technologie, donc on est sur du proof of work. Qu'est-ce que c'est le proof of work? Déjà, vous entendez sûrement parler de minage dans la crypto, et donc le minage, c'est d'abord associé au proof of work. L'idée, c'est cette représentation qu'on a des gens qui allaient dans les mines chercher notamment des pépites d'or. Donc il y avait plein de gars qui allaient, et puis de temps en temps, il y en avait un qui trouvait une pépite d'or, et il était chanceux. Là, on est un peu dans la même idée, sauf que c'est pour la validation de nos transactions. C'est-à-dire que moi, je fais une transaction sur une blockchain en proof of work. Du coup, cette transaction, elle est placée dans un bloc. Le bloc, il va être envoyé à l'ensemble du réseau. Sur les réseaux, il y a des nœuds. C'est au niveau des nœuds que les mineurs, ils vont travailler. Du coup, ils vont essayer de valider la transaction. Comment ça se passe? Et bien en fait, il y a un problème mathématique à résoudre. Et le premier qui arrive à résoudre ce problème mathématique va valider la transaction et donc va recevoir la récompense. Donc il faut bien comprendre que tous les mineurs travaillent sur le même bloc, mais c'est seulement le premier qui a la récompense. Et donc une fois que c'est validé, le bloc il est juste ajouté à la chaîne et l'ensemble du réseau va être mis à jour. C'est comme ça que ça fonctionne, le proof of work. Donc ça veut dire que c'est énergivore, on en parle souvent du fait que c'est énergivore, parce que du coup, tout le monde, tous les validateurs vont bosser, donc tous vont consommer de l'énergie, mais il n'y en a qu'un seul qui valide. C'est ce phénomène-là qui fait que c'est sensiblement plus énergivore que par exemple le proof of stake. Mais par contre, c'est beaucoup, euh, beaucoup apprécié de par sa décentralisation qui est forte. Là, dans le cas de Linecoin, je ressens un peu plus. C'est encore plus décentralisé parce que le mining est différent. Le hashing, donc la difficulté de mining est moins élevée que chez Bitcoin. Donc plus de gens peuvent miner. Et donc on a théoriquement plus de mineurs. Donc c'est plus décentralisé. Donc ça, c'est un point qu'on apprécie. Pour Litecoin spécifiquement, le code est en open source, c'est-à-dire que tout le monde peut le visionner et du coup faire des suggestions d'amélioration qui ensuite, bien évidemment, font l'objet de votes, notamment par les mineurs. En termes de nombre de transactions, on est à 54 par seconde, donc c'est plus que Bitcoin, mais c'est quand même sensiblement moins, nettement moins, que certaines blockchains en proof of stake. Mais comme on l'a dit, c'est plus décentralisé, c'est plus sécurisé. Au niveau de la tokenomique, la supply max c'est 84 millions de tokens, 4 fois plus que Bitcoin.
sont émis 85%, donc une bonne partie, ce qui a priori devrait être une bonne nouvelle, mais il y aura du coup une inflation résiduelle pour continuer à payer les mineurs. Donc du coup, c'est pas si impactant que ça. La répartition initiale, comme je l'ai dit, il n'y a pas eu d'investissement, il n'y a pas eu d'ICO, donc tout est fait par le mining, pas de répartition initiale du coup. Même, même le fondateur, hein, il a dû miner les tokens qu'il a eu. Le token, du coup, son utilité principale, vous l'avez compris, c'est les paiements. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de simple, il n'y a pas 50 fonctionnalités, c'est les paiements. Les choses qui sont intéressantes à savoir, il y a un système de halving, donc comme sur le Bitcoin, tous les X blocs validés, donc là, dans notre cas de Litecoin, c'est tous les 840 000 blocs, la récompense que les mineurs obtiennent pour chaque bloc miné est divisée par 2. Et donc 840 000 blocs, ça représente approximativement 4 ans. À savoir que la prochaine date sera en 2023. Pourquoi c'est une information qui est importante? Parce que lors des halvings, on reçoit donc moins de récompenses pour la validation des blocs. Ça veut dire qu'il y a moins de tokens qui est créé à partir de ce moment-là. Donc le token est plus rare, pour une même demande de token, le prix va mécaniquement monter. Et donc le marché, en plus de cette réalité-là, va anticiper le halving, va anticiper la hausse, et va donc de lui-même avoir tendance à faire monter les prix. Et donc on sait qu'en approchant les périodes de halving, durant les périodes de halving, et parfois même après les périodes de halving, les prix de la crypto et souvent de l'écosystème qui lui est proche, voire même de l'ensemble des cryptos selon la taille de la crypto, quand c'est Bitcoin, vous en doutez, c'est important, eh bien, les prix en général ont tendance à monter. Donc ça peut être une bonne nouvelle pour l'été 2023 et ça peut être déjà un premier signal bullish pour avoir envie de s'intéresser au Litecoin. Bon. Pour conclure du coup sur les forces et les faiblesses, déjà on est sur une crypto qui a les mêmes qualités que Bitcoin approximativement, la décentralisation, la sécurisation en proof of work, même si ce n'est pas exactement le même système de validation, on l'a vu, l'anonymisation, et ça c'est un point qui est cher à beaucoup de personnes qui utilisent cette blockchain-là. Et en plus, il est moins cher, il est plus rapide comme on l'a vu, à savoir qu'il accepte une layer 2 qui s'appelle Lightning Network, le Lightning Network, et qui permet d'améliorer encore la rapidité et de baisser les coûts. Donc c'est aussi intéressant. Au niveau des partenariats, ceux qui sont intéressants, c'est qu'on peut retrouver Litecoin sur PayPal, sur Revolut, et qu'il existe des ATM. Donc en fait, les ATM, c'est les DAB, hein, les, les- les trucs des banques qui permettent de retirer de l'argent concrètement. L'endroit où est stocké un peu de cash, et vous allez pouvoir retirer le distributeur de billets, tout simplement. Je cherchais mon mot. Il y en a a priori plus de 15 000. Et donc le dernier point, comme on l'a dit, le halving en 2023. Comme je le disais, l'anonymisation, c'est quelque chose qui est apprécié, et c'est quelque chose qui est très apprécié sur le dark web, et donc même si c'est pas forcément pour faire des choses qui sont, entre guillemets, mal, ou jugées négatives, dark web, c'est tout de suite associé à des choses qui sont peu recommandables. Donc je pense que ça, c'est un poil mauvaise pub, et du coup, ça, c'est quand même un point qui est plutôt négatif. L'autre point, c'est que ce côté anonymisation ne plaît pas trop aux régulateurs en général. Donc même si pour le moment, notamment la SEC est plutôt concentrée sur XRP, prochainement le Proof of Stake, etc., ils peuvent s'intéresser à cette thématique-là à tout moment, donc c'est quand même un point, mais c'est aussi ce qui fait une des grandes forces de Litecoin et qui, je pense, qu'il faut être capable de défendre. Et bien évidemment, la problématique du Proof of Stake, c'est la consommation. Hein, la consommation énergétique, voilà, comme on l'a dit, ça coûte cher, c'est une des grosses thématiques du Proof of Work, pardon, c'est que ça coûte cher en énergie, et donc pollution, etc. Même si on trouve et on cherche des solutions pour atténuer ça, donc on nous dit oui, on va faire du green, de l'énergie verte, etc. Bon, chacun son avis là-dessus, hein, mais bon, ça reste un peu light hein, comme raison. Donc voilà, c'est quand même une des problématiques. Mais à mon sens, je pense que ça vaut le coup parce que ce qu'offre Litecoin, c'est quelque chose qui est important et qui, je pense, le sera de plus en plus, notamment avec l'arrivée des monnaies de banque centrale. On aura besoin d'un truc anonyme de ce genre-là. Enfin, pas forcément besoin, mais ce sera rassurant de savoir que ça existe, je pense. De savoir qu'on n'est pas obligé d'être fliqué, que le cash peut toujours exister, même dans le monde numérique. Je pense que c'est quelque chose dont la population aura besoin à un moment. Donc, à mon avis, un projet utile.
Graphiquement, ça ressemble à quoi? Bon, déjà, comme on l'a dit, ça existe depuis très longtemps. Le graphique va même pas jusqu'en 2011, je crois. On est sur Kraken, ouais, c'est 2013. Donc il en a vu des wallruns et des beer runs. Oh là là, celui-là est très long. Bref, peu importe. Halving en violet ici. Théorique halving. On voit que les maximales, on a des plus hauts de plus en plus haut, mais de pas grand-chose, hein. Là, en 2018-2017, c'était 350, 367 au max. Là, c'était 384, 400, quoi. Donc, est-ce qu'on va aller beaucoup plus haut que ça? Honnêtement, j'en sais rien. J'entends des gens dire x10. x10 sur les prix actuels, c'est 800. Ça me paraît considérable. Why not, hein, on verra bien. Ce qui va nous intéresser là tout de suite, c'est, en tout cas moi, à quel moment c'est intéressant d'en acheter. Parce que moi, théoriquement, enfin, pas théoriquement, concrètement, je trouve que le projet est bon et qui mérite du coup, qui mérite un peu mon attention. Donc on a eu un beau rallye haussier là depuis la chute de FTX. Il a pris presque x2. J'aurais tendance à attendre un petit repli sur la zone là pour aller peut-être retaper la moyenne mobile en 20 semaines sur les 65. On va aller voir en daily parce qu'en daily, c'est quand même assez parlant. Donc on a déjà passé toutes les moyennes mobiles, hein. C'est un des rares projets qui est dans cette configuration-là. Donc potentiellement un projet bullish, mais un projet bullish tout seul, je sais pas trop ce que ça donne moi. Par contre, on voit quand même un petit peu, si on a envie de voir ça comme ça, des... Ah oui, il y a une hausse, plutôt dans ce sens-là. Pif. Et là, on a hop, hop, un bull fly. Tac, hop, hop, un bull fly. Donc est-ce que ça irait pas juste taper ici et remonter par là? Bah, dans la terraille des bull flags, c'est très possible. Donc ouais, moi j'irais chercher cette moyenne là. Ah, alors là, on voit qu'elle est pas au même endroit, elle est sur les 70. Moi je disais 65. 65, c'est peut-être un poil bas. Moi j'irais chercher cette zone là. Voilà. Je vous dis ce que moi je vais faire. Moi je vais chercher cette zone là. Voilà. Là je pense que c'est intéressant d'en accumuler un peu. Après, de façon macro, à voir. Sur des bonnes nouvelles type XRP gagne contre la SEC, c'est spéculatif, hein, mais si on entend ce genre de choses dans le mois à venir, il y a de bonnes chances que ça pump. Si on entend des trucs du style la réserve fédérale décide de moins hausser les taux, on passe à j'en sais rien 0,5, 0,25 de hausse, ça risque d'aller dans ce sens-là. Maintenant, si on a des mauvaises nouvelles, on peut redescendre aussi, hein. Je pense pas qu'on ira beaucoup plus bas que ça, hein. Je pense que vraiment autour de 50, très bonne zone en tout cas, c'est mon avis. Voilà. Merci de m'avoir écouté, c'était ma vidéo sur Litecoin. À la prochaine!